Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de l'Interview à la Une, l'émission de la rédaction de Nice Matin en partenariat avec Radio Émotion. Notre invité aujourd'hui, Yannick Brice-Walter, président de l'Université Côte d'Azur. Bonjour. Bonjour. Yannick Brice-Walter, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres pour bien comprendre la dimension de l'Université Côte d'Azur? Aujourd'hui, l'université, c'est combien de sites, combien d'étudiants, combien d'enseignants? Alors l'université, c'est 32 000 étudiants, répartis sur 19 campus au total, avec des campus majeurs que sont Cannes, Nice, Sophia Antipolis, Grasse, et puis d'autres petits campus. C'est 4 000 personnels qui sont investis dans la recherche et dans l'enseignement, 23% d'étudiants internationaux, ce qui est un chiffre assez important par rapport à la moyenne des universités françaises. Alors, l'université a considérablement évolué ces dernières années. L'université qui était auparavant l'université Nice-Sophia Antipolis est devenue l'université Côte d'Azur en 2020. Au-delà de ce changement d'appellation, qu'est-ce qui a fondamentalement évolué ? Ce qui a changé, c'est d'une part le projet de l'université et d'autre part son périmètre. Donc son périmètre a grossi, je dirais, puisqu'on a intégré au sein de l'université ce que l'on appelle des établissements composants, c'est-à-dire des composantes qui gardent leur personnalité morale, comme l'Observatoire de la Côte d'Azur ou la Villa Arson. On a aussi profondément restructuré l'université sous forme d'écoles universitaires de recherche qui permettent d'articuler la formation, la recherche et l'innovation. Donc le projet et le périmètre de l'université a changé, ce pourquoi nous sommes un établissement public dit expérimental. D'accord. Alors, l'université a obtenu en 2016 le label IDEX, Initiative d'Excellence, un label qui a été pérennisé en 2021. Ça fait partie des éléments de la montée en puissance de l'université. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça a apporté? Alors, c'est extrêmement important puisque, en fait, il n'y a que 9 universités qui sont labellisées Initiative d'Excellence en France et qui reconnaissent ce que l'on appelle les universités intensives en recherche à fort rayonnement international. Donc, ça montre le potentiel, la lisibilité et l'attractivité de notre université. Donc ce label a été obtenu en 2016 avec un projet qui était de créer une nouvelle forme d'université que nous avons créée en 2020 et nous avons dû la pérennisation de ce label en 2021 par ce jury international qui est venu reconnaître la qualité du travail qui est fait dans notre université. Alors ces évolutions, elles sont loin d'être terminées. L'université va changer de statut l'an prochain, en 2024, en adoptant le statut de grand établissement. Alors quel est l'objectif et qu'est-ce que ça va concrètement changer ? Alors, concrètement, ça ne change rien à la structuration de l'établissement expérimental. Un établissement expérimental, c'est une phase transitoire institutionnelle qui doit déboucher sur une phase stabilisée que l'on appelle grand établissement. Donc, le terme grand établissement nous permettra de fonctionner tel que nous fonctionnons aujourd'hui, mais de façon institutionnellement stabilisée, donc avec la même structuration en école universitaire de recherche et avec nos établissements composantes. Ça n'aura pas de conséquences particulières pour les étudiants ? Alors ça n'a aucune conséquence pour les étudiants puisque nous sortons de l'établissement expérimental à statut constant, c'est-à-dire qu'on ne change absolument pas les statuts actuels de l'université, ce qui veut dire que ça n'a aucune conséquence en termes de sélection, en termes de droit d'inscription, en termes de fonctionnement même de l'université que nous vivons depuis 2020. Mais est-ce que ça leur apportera quelque chose ? Alors ça nous apporte, oui, parce que le fait de fonctionner dans un paysage stabilisé, ça nous permet de sécuriser le paysage actuel et de continuer à travailler à sa progression et sa montée en puissance justement dans le paysage national et international. Alors, en matière de recherche, vous l'avez dit, l'Université Côte d'Azur fait désormais partie des 9 universités françaises à fort rayonnement international. Comment cette montée en puissance s'est-elle effectuée de manière concrète ? Alors, je pense que c'est vraiment le fait de mettre le focus sur la richesse de l'université en termes de potentiel de recherche, ce qui a été fait en 2016 avec la labellisation IDEX. C'est aussi le fait de projeter cet écosystème de recherche et d'innovation à l'international, ce que nous faisons avec des partenariats privilégiés, et ce que nous faisons depuis 2020 grâce à notre alliance européenne qui s'appelle Ulysseus, qui est un point important de notre projet. En matière de recherche, quelles sont les spécificités, les points forts de l'université ? Alors je ne citerai pas les points forts parce que j'oublierai tous ceux que j'aurais oubliés vont m'en vouloir. L'université se caractérise, d'une part c'est une université pluridisciplinaire, donc dans toutes les disciplines, on a ce que l'on appelle des pépites, c'est-à-dire qu'on a des thématiques qui sont extrêmement visibles et qui couvrent vraiment toutes les disciplines. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une discipline qui soit en avance. Et dans toutes les disciplines, on a ces pépites en recherche qui nous caractérisent et qui nous donnent cette lisibilité internationale. Alors sans être exhaustif, est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples quand même ?
Alors là, on va prendre des exemples qui sont des exemples classiques, c'est-à-dire qu'on a une école de mathématiques qui est extrêmement performante, qui est dans les 100 premières mondiales. On a également des thématiques en physique qui sont extrêmement performantes, en physique non linéaire, mais aussi en physique quantique, où on a été les premiers à faire de la communication quantique entre Nice et Sophia Antipolis. Mais on a également des problématiques en archéologie qui sont extrêmement intéressantes, puisqu'on a de la bioarchéologie, on a des problématiques sur les industries créatives qui mêlent les nouvelles technologies et les nouvelles formes d'écriture. Donc je pourrais vous citer, je dirais, dans chacun des domaines, énormément d'exemples d'originalité de notre université. Est-ce qu'on voit davantage les chercheurs de l'Université Côte d'Azur dans les revues internationales, dans les colloques? Alors, ils ont toujours été dans les revues internationales et dans les colloques, ce qui donne notre statut d'université intensive en recherche, avec un potentiel de 4000 chercheurs, donc on est une université moyenne, ce qui fait que nous nous classons dans les classements internationaux à ce niveau-là en termes de ranking, mais au niveau individuel, nous avons des chercheurs qui sont extrêmement reconnus au niveau national et international. Nous les avons juste mis en valeur depuis 2016. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Université Côte d'Azur est une université influente? C'est une université qui est influente d'une part parce qu'elle fait partie de ces 9 universités IDEX, ce qui nous donne vraiment ce rayonnement et ce positionnement fort au niveau national, c'est-à-dire qu'on intervient au niveau national. On intervient aussi au niveau international. Il y a peu, j'étais au Japon pour intervenir dans le cadre de U7, donc qui est le miroir du G7, et dont l'objectif était de savoir comment les universités pouvaient influencer les politiques du G7. Donc on est vraiment une université aujourd'hui qui est une université influente. En dépit de ces efforts, de cette montée en puissance, est-ce que l'Université Côte d'Azur a encore un problème d'image? Alors l'Université Côte d'Azur, forcément, a un problème d'image, parce que je pense que l'image, c'est ce qui est le plus difficile à changer, surtout auprès de nos concitoyens, parce que l'université a évolué très vite, et l'image qu'en gardent nos concitoyens, c'est l'université qu'ils ont connue, peut-être d'il y a 20 ans ou d'il y a 30 ans, qui n'était pas du tout la même université. Et donc une image qui n'est pas forcément flatteuse, qui n'est pas forcément en adéquation avec la dynamique actuelle, et la dynamique qui est menée depuis une vingtaine d'années, je dirais, en tout cas depuis 2012, de façon extrêmement forte. Alors, vous l'avez dit au début de cette interview, l'Université Côte d'Azur, ce n'est pas uniquement Nice ou Sofia. Vous avez développé des pôles un peu partout dans le département avec de vraies spécificités, hein, les industries culturelles et créatives à Cannes, l'intelligence artificielle à Sofia. Le principe, c'est à chaque territoire sa spécialité. Alors, historiquement, je dirais que les territoires n'avaient pas forcément une thématique. Aujourd'hui, on colore beaucoup plus les territoires. Il est clair que dans le campus Méliès, qui est un campus hybride, hein, qui a cette originalité de mêler à la fois des formations et des startups, la thématique forte, ce sont les industries créatives et culturelles, mais que l'on va retrouver aussi sur le territoire de la métropole Nice-Sophia Antipolis, mais avec un bâtiment totem qui est le campus Méliès. À Grasse, ça ne vous étonnera pas, la thématique phare est autour des parfums et des cosmétiques. Et sur la technopole de Sophia Antipolis, bien évidemment, autour des défis du numérique, de l'intelligence artificielle, de la robotique, ce qui fait aussi la spécificité des industries de la technopole de Sophia, oui. C'est une logique que vous allez continuer à développer? C'est une logique de lisibilité qui est très importante, qui est une logique géographique et que l'on développe et que l'on structure à travers les conventions de partenariat qu'on a avec ces grandes collectivités. Ce que nous avons fait depuis 2020, c'est fixer avec chacune des collectivités des thématiques qui sont les thématiques que l'on souhaite développer ensemble. Il est clair que si je prends l'exemple de Cannes, une thématique que l'on souhaite développer ensemble, c'est la thématique autour des industries créatives et culturelles. Voilà. Donc on a ce partenariat qui nous permet de structurer nos collaborations. Donc on voit l'importance de l'implantation sur le territoire. Vous avez signé au mois de mars une convention de partenariat avec le Comité régional du tourisme Côte d'Azur. Quel est l'objectif? Alors l'objectif, c'est de pouvoir monter en puissance en termes de lisibilité sur les forces de recherche et d'enseignement autour des grands défis du tourisme, puisqu'aujourd'hui on a des grands défis du tourisme qui touchent notre région de façon très particulière, parce que si on prend la partie côtière et la partie arrière-pays, ce n'est pas la même problématique touristique. C'est pourquoi nous avons souhaité vraiment travailler avec le département sur cette problématique du tourisme, puisqu'elle touche de façon différenciée les différentes collectivités de notre département, avec des enjeux très importants et une spécificité de notre territoire azuréen en termes de défis touristiques.
Donc on voit que les formations correspondent aussi aux spécificités. Est-ce que vos étudiants sont réellement bien armés à l'issue de leur cursus? Est-ce que vous avez des chiffres notamment sur leur taux d'insertion dans la vie active? Alors il y a une idée reçue, vous parliez tout à l'heure de l'image de l'université. Une idée reçue est de dire que quand on va à l'université, forcément, il n'y a pas forcément d'embauche à la sortie. Aujourd'hui, on a des taux d'embauche à 6 mois et à 30 mois qui sont entre 80 et 90% en sortie de master. On a même des étudiants... C'est pas du tout connu ça en fait. Non, on a des filières où les étudiants n'arrivent même pas en master tellement ils sont chassés par les entreprises, tellement les besoins du territoire sont très très forts. Donc on a un taux d'insertion qui est extrêmement bon en sortie de master, avec un niveau de recrutement qui est un niveau qui correspond à leur niveau de qualification. Ces dernières années, est-ce que vous avez particulièrement développé les liens avec l'entreprise? Alors oui, ça c'est vraiment une partie de l'ADN de notre projet Université Côte d'Azur. Ce qui nous a permis d'être labellisé, c'est le fait qu'on ait vraiment un rôle d'impact sur le territoire. On est une des universités qui favorise le plus l'apprentissage, puisqu'on a quasiment 25% de nos étudiants qui sont en apprentissage, ce qui est énorme. Ça fait 2500 étudiants en apprentissage. Si je vous fais une comparaison, sur Aix-Marseille Université, qui a 85 000 étudiants, il y a 2800 étudiants en apprentissage. Donc pour nous, à 32 000, on en a 2500. Donc c'est vraiment un point très très fort. On cherche vraiment à augmenter la porosité entre les entreprises, les faire intervenir dans nos formations, par exemple, faire des formations hybrides, des recherches hybrides avec les entreprises. Et on a la chance d'avoir un territoire extrêmement riche dans ce domaine-là. Alors on dit que les jeunes sont de plus en plus attirés par la création d'entreprises. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez et est-ce que vous adaptez les formations à cette évolution? Oui, alors on a une action extrêmement forte qui a été impulsée par l'IDEX en termes d'entrepreneuriat étudiant. Et d'ailleurs, nous avons créé en 2020 un institut qui est le Centre d'innovation en entrepreneuriat, qui s'appelle ICE, qui a été labellisé par la BPI, sur lequel on fait énormément de sensibilisation et d'accompagnement des jeunes pour la création d'entreprises. Et on a un succès grandissant, comme vous le dites, puisque les jeunes sont de plus en plus intéressés, un, par la création d'entreprises, et deux, par le fait que ces entreprises, thématiquement, soient centrées sur les grands défis actuels, notamment les défis socio-environnementaux. L'université, c'est aussi la vie étudiante. Est-ce que vous avez développé des points particuliers? Qu'est-ce que vous avez à proposer aux étudiants en la matière? Alors, la réussite à l'université, c'est lié à la vie étudiante. Et on a la chance dans le projet initial de l'Université Côte d'Azur d'avoir eu 7 écoles d'art. Et donc, on a utilisé ces écoles d'art pour proposer un programme qui est un programme qui s'appelle UC Art, donc qui est un programme culturel à l'usage des étudiants, des personnels, mais aussi à l'usage de la cité. Et donc, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse travailler avec les grands acteurs culturels de la cité pour augmenter l'offre culturelle à nos étudiants, à nos personnels, mais aussi aux citoyens. Et on a fait la même chose sur la partie sportive et également la même chose sur la partie santé, qui était un des grands enjeux de notre université à partir de 2020. Oui. Donc il fait bon étudier dans les campus de l'Université Côte d'Azur? On l'espère. On parle beaucoup de la précarité étudiante et notamment, c'est un sujet de plus en plus présent depuis la crise sanitaire. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez? Alors c'est exact, la précarité étudiante, c'était une réalité qui a été vraiment mise en lumière pendant la crise sanitaire parce qu'on a vraiment eu des étudiants qui se sont trouvés en précarité d'un point de vue financier, d'un point de vue accès à la nourriture, accès au numérique, c'est-à-dire on a vraiment une réelle fragilité de la population étudiante dans ce domaine-là. On travaille beaucoup avec les associations étudiantes, donc pour essayer de pallier à ces difficultés. On travaille aussi extrêmement bien, et ça a été un des avantages, enfin je dirais c'est un des aspects positifs de la crise sanitaire avec le Crous, puisqu'on a vraiment renforcé nos liens pour pouvoir accompagner nos étudiants. Mais la précarité étudiante, c'est une réalité, alors, qui augmente, je ne sais pas, mais en tout cas qui était vraiment mis en lumière avec la crise sanitaire. Et donc aujourd'hui, on en a la pleine conscience et ça dure toujours malgré le fait que la crise sanitaire soit derrière nous. Et donc c'est une réalité que vous prenez de plus en plus en compte? C'est une réalité qu'on prend de plus en plus en compte, d'une part parce que ça affecte clairement la réussite de nos étudiants et nos objectifs forts, c'est de la réussite de nos étudiants. Et on essaye de mettre en place un certain nombre de dispositifs pour les accompagner au mieux dans un contexte qui est quand même un contexte qui demeure extrêmement difficile.
On a évoqué la crise sanitaire. Est-ce que ça a vraiment changé beaucoup de choses? On avait parlé à l'époque des difficultés liées au fait qu'il y avait quasiment plus de présentiel. Est-ce que tout ça, c'est redevenu comme avant ou est-ce que les enseignements sont un peu différents aujourd'hui? Alors, ça a renouvelé les pratiques pédagogiques. En revanche, on a bien fait attention, et c'était un point important pendant la crise sanitaire, de remettre l'interaction étudiant-enseignant au cœur du système. L'université ne peut pas fonctionner sans cette interaction, qui est vraiment son ADN. En revanche, on a énormément progressé en termes d'innovation pédagogique, en termes d'équipement de nos amphithéâtres, de nos différents campus, justement pour pouvoir favoriser cette innovation pédagogique et imaginer une autre forme d'interaction entre l'étudiant et l'enseignant. Mais cette interaction, elle est essentielle et on veille énormément à ce qu'elle ne soit pas justement remplacée par quelque chose qui serait ce qu'on a vécu pendant la crise, c'est-à-dire une hybridation forcée. On a vu ces dernières semaines dans d'autres universités françaises des images de blocage, de violence. On n'a pas vu ça à Nice et dans les campus des Alpes-Maritimes. Qu'est-ce qui explique le fait que les choses se soient plutôt bien passées? Je pense qu'il y a un dialogue avec les étudiants, il y a un dialogue également avec les organisations syndicales que l'on essaye vraiment de maintenir. Et je pense que nos étudiants, nos enseignants et nos chercheurs et au-delà de la réalité des préoccupations et qui sont liées aux différentes réformes, ont compris que ce n'était pas forcément le lieu d'expression du mécontentement et qu'il était peut-être nécessaire d'avoir d'autres formes d'expression qu'au sein de nos campus. Et je trouve que, en effet, ce qu'on a pu voir dans d'autres universités avec de la dégradation de matériel, par chance, nous ne l'avons pas vécu, et ce qui montre la grande responsabilité à la fois de nos enseignants, de nos chercheurs et de nos étudiants, très engagés par ailleurs, dans ce moment. Dans les échanges que vous avez pu avoir ces dernières semaines, est-ce que la question des retraites est vraiment dans les préoccupations, dans les discussions des étudiants? Alors, on n'a pas eu vraiment d'échange sur cette question-là. On voit que c'est une vraie préoccupation pour nos étudiants et pour nos personnels, c'est clair. En revanche, ce n'est pas le cœur de la discussion au sein de l'université à ce jour. Merci beaucoup, Yannick Brisswater. Merci à Philippe Bertini et Margot Minta pour la réalisation de cette émission. Une émission que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux et les sites internet de Radio Émotion et Nice Matin. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de l'interview à la une. Bonne journée et bon week-end à tous. Merci beaucoup. Merci.